De retour sur le plateau de l'Actu C'est vous, donc on reçoit tout de suite Ménéric Lalu et Martin Mofali pour parler de la situation en République démocratique du Congo. C'est parti. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies estiment qu'en République démocratique du Congo, environ 7 millions de personnes résidant dans le nord et sud Kivu et en Ituri sont en situation de crise d'urgence alimentaire. L'Organisation internationale pour les migrations estime à 7 millions le nombre de personnes qui ont dû être déplacées à l'intérieur du pays. Tout ça à cause d'une guerre et des conflits qui ne finissent pas. Comment, lorsqu'on réside en France, loin du Congo, on vit cette situation dramatique? Comment la diaspora congolaise s'organise pour sensibiliser l'opinion publique sur ce qui se passe là-bas? On en parle tout de suite donc avec Ménéric Lalu et Martin Mofali. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord, avant qu'on rentre dans le détail, je vais demander à chacun de se présenter pour qu'on sache un peu qui nous parle. Rapidement, ça permettra aux téléspectateurs de comprendre vos points de vue. Ménéric, je te laisse commencer. Bonjour, moi je suis Ménéric Lalu. Je suis le fondateur du collectif Lisanga Banamboka ainsi que Urgence Banamboka. Le collectif que j'ai mis en place depuis l'année dernière, justement, pour pouvoir organiser des manifestations, principalement en France et dans d'autres pays également, pour sensibiliser sur la situation en République démocratique du Congo. Donc, voilà. Parfait. Martin Mofali, responsable stratégie et lobbying au sein de Team Congo, qui est aussi une association congolaise, dont le but justement est de mettre un peu sous le même pavillon d'autres associations, histoire de pousser encore une fois, de sensibiliser la question congolaise aujourd'hui. La première question que j'ai envie de vous poser justement, c'est est-ce que vous trouvez qu'on parle suffisamment de la guerre qui a lieu actuellement en République démocratique du Congo ? Est-ce que dans les médias ici en France, du coup, parce qu'on parle de la diaspora ici, est-ce qu'on en parle suffisamment? Après, de ma part, je dirais on n'en parle pas du tout. On n'en parle pas du tout, c'est totalement silence radio. Mon collègue pourrait rebondir. C'est une vraie question, la question de la présence des questions congolaises dans les médias occidentaux. Effectivement, on en parle quasiment pas, et lorsqu'on a la parole, elle est traitée en 10 secondes avec des mots totalement farfelus et qui laissent en fait une espèce de distance entre les auditeurs et les présentateurs. Dès qu'on aborde le sujet du Congo, on dit c'est un sujet complexe, c'est une guerre ethnique, et tout de suite on dit en fait ça ne nous concerne pas. Quand je parle de l'audience occidentale, ça ne nous concerne pas si c'est ethnique et complexe. Comment justement il faudrait faire selon vous pour que dans les médias ou même dans l'opinion publique, on parle un peu plus de cette question-là? Écoutez, après nous, depuis, je dirais l'année dernière, lorsque nous avons commencé les marches, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est plutôt au niveau des médias indépendants. C'est beaucoup de médias indépendants qui relaient l'information. Je prends des exemples comme tels que AJ+, ou encore d'autres qui vont relayer l'information, ils vont en parler, ils vont diffuser. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui, au vu du fait qu'ils se rendent compte que tout simplement la communauté internationale ou d'autres médias connus de grandes ampleurs ne relayent pas l'information, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui préfèrent d'eux-mêmes créer leurs propres médias pour pouvoir véhiculer le message. Et on a de plus en plus. Mais on reste toutefois par moments limité dans le sens où aborder les sujets du Congo, même via nos propres réseaux sociaux, c'est tout de suite sanctionné. Donc c'est assez dur de pouvoir aller au-delà. Et est-ce que vous avez senti là, ces derniers mois, en tout cas cette dernière année, que le fait que l'on ait beaucoup parlé du conflit en Israël-Palestine fait qu'en fait il y a un nouveau regard sur le conflit qui a lieu au Congo? Moi j'ai le sentiment de loin que avant ce conflit du 7 octobre 2023, on parlait moins de cette situation au Congo, et j'ai l'impression qu'il y a eu comme un effet miroir. Tout d'un coup, on s'est dit, mais il y a d'autres endroits dans le monde où il se passe des trucs dramatiques, et donc il serait peut-être temps d'en parler. Est-ce que tu l'as aussi vécu comme ça, Martin? Effectivement, il y a deux tendances, il y a deux explications. De toute évidence, la question palestinienne, la crise à Gaza notamment, a été révélateur, en miroir révélateur de la crise au Congo. Ça, c'est une partie de l'explication. Une partie de l'explication, ce sont des personnes comme Ménéric, des jeunes,
qui s'accapare justement de tous les outils existants aujourd'hui que les anciens de la diaspora ancienne n'avaient pas. Comme tu l'as si bien dit un instant, c'est qu'aujourd'hui, des personnes peuvent véhiculer des informations sur le Congo via les réseaux sociaux, via d'autres médias pas traditionnels, donc des médias en ligne. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait peut-être pas il y a 10 ans avec nos parents ou les personnes qui étaient là bien avant. Donc effectivement, la question palestinienne a été révélateur, mais aussi la mobilisation de la jeunesse aujourd'hui, de toute évidence, pour le coup, a joué un rôle prépondérant. Depuis novembre 2021 et l'offensive du M23, le mouvement du 23 mars à l'Est, les combats ont repris. C'était arrêté apparemment en 2013, ça a repris en 2021. Est-ce que ça a joué également dans la mobilisation, ou est-ce qu'en fait cette mobilisation telle que tu l'as mise en œuvre, elle était déjà elle était déjà sur les anciens conflits, ou est-ce que à partir du moment de novembre 2021, il y a une offensive un peu plus massive donc du mouvement du 23 mars. D'ailleurs, est-ce que tu peux aussi nous dire ce qu'est le mouvement du 23 mars, le M23, pour ceux qui ne savent pas? Je vais rebondir dessus. D'accord, pardon. Alors le mouvement du M23, on a l'impression que c'est un nouveau groupe encore qui émerge de nulle part. En réalité, ça ne l'est pas. En fait, c'est un avatar de plusieurs mouvements existants. Pour revenir brièvement sur cette partie de la RDC. Donc depuis 1997, le Rwanda a soutenu une rébellion qui s'appelle l'AFDL pour justement chasser le dictateur Mobutu qui est au pouvoir depuis 32 ans. Et en fait, cette alliance qui était soutenue par le Rwanda, initialement, c'est pas moi qui le dis, c'est Deogracias Bouguera, qui est l'un des fondateurs de l'AFDL, qui dit qu'initialement, lorsque l'AFDL arrive au Congo, c'est pour des raisons politiques, mais il y avait ensuite des motivations économiques cachées par le Rwanda. Et donc, dès que le Rwanda est arrivé à l'est de la RDC, a découvert donc des gisements, des minerais très importants, et donc le Rwanda a décidé d'y rester. Donc depuis 1997, on a une kyrielle comme ça de groupes armés soutenus par le Rwanda. Donc je vais le citer, il y en a 3. Il y a eu donc l'AFDL en premier lieu, il y a eu le RCD ensuite, dans les années 90, et ensuite il y a eu le CNDP, ouais, c'est que des acronymes assez barbares comme ça, et aujourd'hui, l'une des dernières métamorphoses, l'une des dernières incarnations du Rwanda, eh bien, c'est le fameux M23. Donc depuis 3 décennies, la guerre au Congo ne s'est jamais arrêtée, et le Rwanda a toujours été présent. Et justement, en fait, il n'y a pas que toi qui le dis, parce qu'on pourrait se dire que c'est un parti pris d'un jeune Congolais. C'est trop simple. Effectivement, il y a un maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Paris, donc Sciences Po, qui dit: les Rwandais ne sont jamais véritablement partis du Congo. Après le génocide, ils ont bénéficié d'une espèce de compassion internationale, et donc il est difficile d'accuser le Rwanda de vouloir créer le chaos dans le pays voisin. Est-ce que, Ménéric, quand on pense à ce conflit, quand vous êtes ici et que vous voyez que le Rwanda est en partie, en tout cas, responsable de ce qui se passe, et qu'on ne le dit pas, est-ce que ça te choque, ou est-ce que ça te surprend, ou est-ce que tu... En fait, pour nous, les personnes de la diaspora, on a énormément mal au fond de nous. Pourquoi on se dit, en fait, on est totalement délaissés, et personne ne nous considère réellement. Au point de se poser la question, comme la plupart des jeunes nous le posent souvent la question, en fait, nous, les Congolais, sommes-nous des animaux, au juste? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le Rwanda, qui est notre agresseur, est considéré comme la victime. Et nous, lorsque nous demandons des sanctions de la part de la communauté internationale ou autre, à part parler, dire, dénoncer verbalement, il n'y a pas de réelles actions. On pourrait prendre des exemples. Pendant que le président Macron est en train de s'exposer à la télévision avec notre président, derrière, il y a des accords qui se signent avec le Royaume-Uni. Excusez-moi, plutôt les Européens. Pourquoi? Là, récemment, il y a encore des accords qui ont été signés pour soutenir l'armée rwandaise. Alors que cette même armée est à la cause, je dirais, en Afrique centrale, de tous les malheurs qui est en train de se passer, notamment chez nous. Mais malheureusement, on n'en parle pas. On les couvre. Comme si, comme aujourd'hui on les définit, limite c'est un peuple intouchable. Sauf que, par le Rwanda, il y a des viols qui se font en République démocratique du Congo à l'Est, utilisés comme armes de guerre. Il y a des massacres, qui vont même, c'est inhumain, ce qui est en train de se passer. Et justement, Martin, tu as fait un rapport sur la responsabilité du Rwanda dans ce conflit. Le titre, c'était « Piller le Congo, un art maîtrisé par le Rwanda ». Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce rapport? Et tu t'es basé justement sur les différentes rapports de l'ONU et autres. Effectivement, ce rapport est une accumulation, un conglomérat de 47 rapports de l'ONU depuis les années 2000, de 22 heures d'entretien avec des spécialistes sur la question. Et ce rapport,
rapport en fait retrace les 30 ans de pillage congolais, le pillage rwandais sur le sol congolais. Alors les mots choisis sont forts, mais sont très importants. On parle de pillage et non de la contrebande, parce que ce sont deux choses différentes. Parce que dans l'est du Congo, on trouve à la fois de la contrebande, qui est un fait courant qu'on peut trouver, contrebande de cigarettes ou de narcotrafiquants, on peut le trouver ailleurs dans le monde. Mais le pillage, c'est un fait juridique qui dépasse justement la contrebande. Il y a une volonté effectivement de piller le Congo. Alors pourquoi le mot art maîtrisé par le Rwanda? Parce que justement, il y a une méthodologie qui est mise en place pendant plusieurs décennies, de manière au pouvoir systématiquement, en termes de système, extraire et extorquer les biens congolais, les biens miniers, j'entends, vers l'est de la RDC. Laissez poursuivre, juste, je rappelle un chiffre, le sol de la République démocratique du Congo concentre 60 à 80% des réserves mondiales de coltan. Le coltan, minerai utilisé pour produire nos smartphones, nos ordinateurs. Donc effectivement, 60-80% de la réserve mondiale se trouve là-bas. Donc on comprend qu'il y a un enjeu financier et économique important pour notamment peut-être tous ces pays-là. Pardon, on parle de 24 000 milliards estimés de dollars américains sous le sol congolais. Donc c'est pas pour rien que le géologue belge en 1892 avait considéré le Congo comme un scandale géologique, et malheureusement ce pays se transforme en un scandale humanitaire et écologique. Le président Félix Tshisekedi pointe aussi la responsabilité du Rwanda, mais dans le rapport, j'ai vu que tu n'étais pas non plus toujours en accord total avec le pouvoir, dans le sens où tu as tes propres remarques à faire sur ce pouvoir, mais là-dessus, au moins, vous êtes... Non, mais la question de ce rapport n'était pas de charger tel ou tel parti, c'était de raconter la vérité. La vérité est telle que, aujourd'hui, le territoire congolais est bafoué, le territoire congolais n'arrive pas à tenir. Il y a un problème, on peut s'interroger sur la responsabilité du gouvernement, au-delà de personne. Donc moi, la première recommandation que j'ai faite dans ce rapport, c'était justement de dire, écoutez, on doit réformer l'État et que le pouvoir, et que le Congo doit retravailler sur ses pouvoirs régaliens pour pouvoir justement récupérer ses territoires perdus. C'est une vraie question. D'ailleurs, il y a un rapport... rapport mapping publié en 2010 qui était accablant donc, sur les agissements des autorités rwandaises, mais il n'a pas été suivi des faits. En fait, finalement, les différents rapports de l'ONU n'ont pas de... Enfin, il ne se passe rien ensuite. Comment, après avoir lu tout ce que tu as lu, après avoir fait tout ce que tu as fait comme recherche et études sur cette question-là, comment tu l'expliques que finalement, la communauté internationale voit ce qui se passe, mais finalement, il ne se passe rien. Bon, écoutez, vous remontez au rapport mapping qui est déjà très lointain, mais il faut peut-être remonter à très récemment. Chaque année, il faut le dire aux téléspectateurs qui nous suivent, chaque année, l'ONU publie un rapport sur la situation sécuritaire au Congo. C'est chaque année, chaque résolution, d'accord ? Ça n'empêche pas que le 19 février dernier, de voir l'Union européenne signer un protocole d'accord sur des minerais stratégiques d'approvisionnement pour la chaîne d'approvisionnement avec le Rwanda. Bon, est-ce l'hypocrisie ? Je ne crois pas en l'hypocrisie quand on est en diplomatie. Les gens le font de manière... c'est un engagement, les gens le font expressement. Donc, alors comment expliquer que le Rwanda puisse bénéficier de cette publicité, de cette communication extrêmement polie? Écoutez, ça c'est une vraie question qu'il faut se poser. Il faut poser ça à l'Union européenne, à Emmanuel Macron notamment, le président, sur ses actes. Ménéric, tu parlais tout à l'heure de la mobilisation, de la sensibilisation de l'opinion publique autour de ce conflit. Mais concrètement, comment ça se passe ? Comment toi, tu t'organises pour justement mobiliser la communauté congolaise, mais au-delà même, parce que c'est un conflit qui concerne finalement tout le monde quand on y regarde de plus près. Comment ça se passe dans les faits concrètement ? Comment tu t'organises pour faire en sorte de mobiliser autant de monde ? Après, avec notre équipe, comme mon frère l'a pu le dire, nous travaillons avec plusieurs associations. Nous travaillons également avec beaucoup de structures qui sont sur place directement à l'est du Congo. Et c'est-à-dire lorsqu'il y a la moindre attaque qui peut avoir lieu sur le terrain, nous, notre objectif, on n'attend pas l'attaque, mais notre objectif, c'est faire entendre aussi la voix de nos confrères qui sont là-bas. En fait, c'est pourquoi on s'est dit être la voix des sans-voix. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils vivent des situations où malheureusement, aujourd'hui, ils se sont toujours sentis délaissés, seuls contre tous. Ils se sont toujours sentis délaissés parce que ça fait quand même toutefois plus de 30 ans qu'ils vivent un calvaire et personne ne parle de ce qu'ils vivent. Personne ne s'intéresse. Qu'est-ce qu'ils te disent quand tu vas là-bas ou quand tu as des nouvelles de gens qui sont sur place ? C'est quoi leur Personnellement, j'y ai été à Goma. Okay. Nous avons nos confrères de Team Congo qui reviennent là il y a même quelques semaines. D'accord. Et nous avons mené des actions humanitaires, sociales ou autres. Et pour y avoir été,
pour vous dire dans quelles circonstances nos frères et sœurs vivent. C'est assez délicat. Ça veut dire à tout moment, déjà, ils vivent par moment. Vous imaginez qu'ils limitent toutes les nuits lorsqu'ils vivent, vous entendez des bruits de balles, des obus à gauche, à droite, et ils vivent avec ça. Et limite même, ils en ont même plus peur. Moi, il y a une séquence qui m'a quand même choqué, c'est la séquence où il y a des enfants qui sont assis limite dans une vallée, en train d'observer la guerre qui est en train d'avoir lieu entre les Wazalendo. Wazalendo, c'est un groupe de citoyens qui vivent, je pourrais résumer ça, un groupe de jeunes qui sont nés dans la guerre. Ils ont vu leurs parents être tués. En grandissant, ils ont décidé, vu que personne ne fait rien, nous, on va monter notre propre milice pour pouvoir tenir tête à nos agresseurs. Donc ces groupes de personnes, aujourd'hui, c'est eux qui se battent au quotidien avec les agresseurs, notamment le M23, au quotidien. Et aujourd'hui, vous voyez des enfants qui sont là, ils voient la guerre en train d'avoir lieu, ils filment tout simplement ce qui se passe. Ils ont même, limite, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas peur, mais les habitudes au quotidien font qu'ils prennent en fait... J'aime pas dire employer le mot guerre, parce que la guerre, normalement, quand il y a une guerre, ça va dans les deux sens. Ouais. Nous, c'est plutôt l'agression que notre peuple est en train de subir, c'est une agression gratuite. Et nous, nos mobilisations, on le fait justement à la base de renseignements par moment qu'on a, mais également des rapports qui nous reviennent. Parce que lorsqu'on voit que le peuple est agressé et que derrière, on voit que malheureusement, notre État ne suit pas ou ne défend pas notre peuple, nous, derrière, on doit faire pression. Pression auprès de qui? Auprès de la communauté internationale. C'est pourquoi on a un groupe de personnes de différents pays, notamment en Europe jusqu'en Amérique, Canada, etc., où, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on va tous se coordonner pour descendre dans les rues, pour faire pression, pour faire comprendre à la communauté internationale aujourd'hui, la jeunesse a les yeux ouverts, la jeunesse n'est pas aveuglée, la jeunesse n'est pas distraite, la jeunesse est plus que déterminée à faire entendre sa voix pour que cette guerre puisse cesser. Aujourd'hui, on en parle, nous descendons dans les rues, on nous dira certainement ce que nous faisons, peut-être qu'il n'y a pas d'essence ou autre, mais on va prendre les mesures nécessaires qu'il faudra prendre pour venir en aide aux nôtres. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas rester les bras croisés. Et si, comme je dis souvent, moi personnellement, j'assume mes propos, si demain ça nécessitera qu'on y aille au pays quitte à aller en guerre, personnellement, je serais prêt à y aller. Pourquoi? Parce que je me dis aujourd'hui, le combat que nous menons aujourd'hui, c'est pour nos enfants derrière, c'est pour nos petits-enfants derrière. Et si on ne le fait pas, qui le fera? C'est surtout de là que vient la question. Et moi, quand j'ai pris la décision de commencer à mobiliser les gens, c'est parce que quand je regarde les enfants derrière, je me dis, en fait... c'est maintenant qu'il faut agir. Parce qu'on ne peut pas... On dénombre aujourd'hui quand même plus de 15 millions de morts. Et encore, ça, ce sont des chiffres par moment qu'on donne comme ça, mais on en est certain qu'il y a largement plus. Qu'on compte plus de 7 millions, voire 500 déplacés, des femmes qui sont violées au quotidien. Ouais, et ça. Moi, j'en parle parce que dans ma propre famille, pour avoir vécu le coup d'État en 97, dans ma propre famille, j'ai eu des personnes de ma famille qui ont été victimes de ça, des viols. Vous voyez, et un de mes frères a été tué sous mes yeux. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Jusqu'à aujourd'hui, on parle de 97, aujourd'hui on est en 2024. Et c'est la même chose qui se répète. Et je ne peux pas accepter aujourd'hui, je me dis, avec ce que nous on a vécu étant petit, aujourd'hui à l'âge adulte, continuer à fermer les yeux et voir le nôtre se faire massacrer. À un moment donné, on est obligé de dire stop, quitte à prendre le risque. Et le fait de faire des mobilisations, pour vous dire la vérité, on reçoit des intimidations. On reçoit des menaces. Mais qui menace, justement, ça a l'air d'être une mobilisation qui va dans le sens, justement, de mettre fin à une guerre. Qui peut vous menacer, justement Ceux qui sont derrière. Ceux qui sont derrière, qui est derrière tout ça? Aujourd'hui, on parle du Rwanda, mais le Rwanda, ce ne sont, excusez-moi des propos, mais c'est juste des marionnettes qui sont utilisées. Mais c'est des puissances qui sont derrière. C'est eux qui font en sorte que le Rwanda puisse encore survivre. Quand je dis survivre, parce que ce qu'ils font aujourd'hui, on le sait très bien parce qu'il y a des grandes puissances derrière. Mais si on enlève les puissances derrière, le Rwanda tiendra-t-il réellement tête face à la RDC avec des millions d'habitants que nous sommes? Justement, le disait à l'instant Ménéric, le Team Congo, l'association dont tu fais partie, était au Congo là. J'ai encore vu des images sur les réseaux sociaux. Ouais. Ils viennent d'arriver là, je pense, en fin de semaine dernière. Qu'est-ce que les gens sur place attendent de la diaspora, en fait? Eh bien, il y a deux choses. Team Congo le dit si bien, d'ailleurs, dans la charte qui a été publiée. Les Congolais attendent de la diaspora d'être les ambassadeurs de la RDC à l'étranger. Alors, c'est une mission qui passe par différents moyens. La mobilisation dans la rue, la mobilisation dans les médias pour pouvoir évoquer la question. Mais il y a aussi une autre version de cette mission qui est la pression sur des institutions. Une pression institutionnelle. Ça passe également par les discussions avec des élus, que ce soit nationaux, locaux ou encore européens. C'est la mission que Team Congo s'est attribuée, justement, que nous faisons. Et je tiens à le dire parce que c'est très important. L'année 2024
fera date dans l'histoire de la justice internationale. En 2024, en une année, on a eu un mandat de la CPI contre Vladimir Poutine en Russie, avec les faits commis notamment en Ukraine. On a eu très récemment, il y a quelques semaines, les mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense. Eh bien, on peut continuer sur cet élan de courage pour sanctionner aussi les autorités rwandaises qui, depuis 1997, perpètrent des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. On peut même aller plus loin, des crimes de génocide, et on peut l'évoquer. Et cela, j'encourage donc toutes les autorités de prendre leur courage à deux mains pour pouvoir justement aller dans ce sens-là. Quel est aujourd'hui, on l'entend justement, c'est une attente et un espoir justement qu'on puisse convoquer à la CPI les dirigeants rwandais qui sont derrière tout ça. Mais quel est, pour toi, Ménéric, l'espoir ou l'attente, là, dans les prochains mois, prochaines années, bien entendu que la guerre cesse, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a une attente, je sais pas, quelque chose que pourrait faire le gouvernement au pays directement, ou la mobilisation ici, peut-être de gens issus de la diaspora, mais qui ont un pouvoir plus important? Quel est l'espoir aujourd'hui qui te guide et qui te pousse encore à descendre dans la rue et à te mobiliser? Aujourd'hui, quand je vois les jeunes descendre dans les rues, je parle vraiment de la jeunesse. Mon espoir, c'est que cette jeunesse-là ne puisse jamais baisser les bras par rapport au combat que nous menons. Pourquoi? Parce que mon espoir, comme je dis souvent, nous, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est la paix et la justice. Parce que nous avons des millions de personnes qui sont mortes. Et je pense que ces personnes-là méritent, quelque part aussi, que leur mort soit tout simplement honorée, qu'ils puissent, qu'ils demeurent en paix. Et pour qu'ils puissent demeurer en paix, il faut que la guerre cesse. Il faut que, cette agression puisse cesser. Et aujourd'hui, nous nous battons justement pour ça. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un traité de cessez-le-feu, entre guillemets, qui avait été signé, si je me rappelle bien, en août. Et mi-octobre, les M23 ont encore attaqué. Ça veut dire quelque part, même si l'Angola, aujourd'hui, joue les rôles de médiateur, il n'y a rien qui s'est fait. Le Rwanda, pense que tout lui est permis. Parce que personne ne l'arrête, personne ne le sanctionne. On le voit, Kagame, il peut voyager par-ci et là. Là, récemment, en haut de la francophonie, ils étaient ici, à Paris. Qui le réprimande? Et encore lors de la francophonie, le président Macron, il l'a dit. Il a cité les guerres. Il n'a même pas cité la guerre en République démocratique du Congo. Pourtant, on compte plus des millions de morts. Des millions de morts, on dépasse même le stade de la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, c'est vrai que sur les morts au Congo, il n'y a pas de chiffres réels qui sont sortis. Moi, j'ai trouvé juste un chiffre qui est très vieux, qui date de 2007. Donc, il y a plus de 17 ans. On parlait déjà de 5,4 millions de morts. C'est une ONG, International Rescue Committee, qui avait fait ce chiffre-là. Donc, c'était il y a 17 ans. Donc, on peut imaginer aujourd'hui que le chiffre... Il y a des morts qui sont liés directement à la guerre. Ça signifie un bombardement où on bombarde un camp de réfugiés. Il y a des morts. Il y a des morts qui sont aussi liés indirectement à la guerre. Ça veut dire que personnes qui sont en déplacement, qui vont se blesser en cours de déplacement et qui seront ensuite morts par manque de soins. Donc, tous ces morts-là agrégés, depuis 97, excusez-moi, ça fait un bon bilan humain et c'est du peu, mais dégueulasse. Voilà. Effectivement. Et est-ce que, même si dans le rapport que tu as fait sur le Rwanda, tu parles de différents gouvernements successifs du Congo, est-ce qu'aujourd'hui, avec le président Félix Tshisekedi, il y a une attente particulière de ta part je sais pas, qui pourrait faire quelque chose, ou une action, quelque chose? Est-ce qu'il y a une attente? Il n'y a pas une attente particulière au gouvernement du président Tshisekedi. C'est moi l'attente que j'ai en tant que membre de la diaspora, en tant qu'originaire de l'RDC, c'est une attente envers l'État, l'appareil étatique. Que ce soit Martin Mofali ou quelqu'un d'autre qui est à la tête du pays, je m'en moque en réalité. Le peuple congolais s'en moque aussi. Ce qu'on attend, c'est l'État, que l'État puisse pouvoir faire valoir ses pouvoirs régaliens et pouvoir justement sécuriser, qui est l'une des missions primaires d'ailleurs, première et primaire d'un État, de sécuriser sa population et de garantir la souveraineté de son territoire. Voilà ce qu'on attend de la chose. Tout à l'heure, on a évoqué le protocole de Luanda. Le protocole de Luanda, qui est donc une médiation de l'Angola avec
entre la RDC et le Rwanda. Dans ce protocole, on trouve justement un accord sur deux choses, que les FDLR, qui seraient un groupe génocidaire qui est encore à l'est de la RDC, puissent être neutralisés, mais aussi que les forces rwandaises puissent partir. Mais un cessez-le-feu a été acté, qui n'a pas été respecté, et aujourd'hui, la preuve que ça n'a pas été respecté, il y a un énième mécanisme de suivi de cet accord qui est mis en place par Bintou Keïta, qui est la chef de la MONUSCO, pour pouvoir suivre justement cet accord. Mais c'est, encore une fois, on est dans une diplomatie lente, hypocrite, qui n'apporte strictement, mais vraiment, je tiens à le dire, strictement rien aux morts congolais. La MONUSCO, parce que tu viens de parler de la MONUSCO, hein, j'explique pour les gens qui ne le savent pas, c'est la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Hein, ça a été lancé en 99 dans le but d'éradiquer donc les groupes armés et faire cesser la violence. Et ça devrait se terminer cette année, normalement. La mission devrait se terminer cette année. Et les chiffres, l'argent mis sur la table pour justement cette mission-là, c'est 1,5 milliard de dollars qui ont été investis chaque année et des milliers de casques bleus envoyés sans parvenir finalement à des résultats satisfaisants. Pour terminer, j'ai posé un peu la question à Ménéric et je te la pose également. Qu'est-ce qui fait quand tu es aussi mobilisé et que tu es aussi finalement concerné par ça? Et qu'est-ce qui, au fond de toi, te motive à poursuivre ton engagement et ta mobilisation pour faire entendre et sensibiliser sur ce conflit? D'abord, un être humain normalement constitué ne peut pas être insensible au nombre des morts que nous voyons au Congo. Alors, c'est le cas, pour le Congo, c'est le cas pour l'Ukraine, c'est aussi le cas pour Gaza. On ne peut pas être indifférent indéfiniment comme ceci contre cette barbarie. Et moi, ce qui me motive, encore une fois, moi, j'ai encore ma grand-mère qui habite à 800 km de Goma notamment. Donc, il y a des risques de contagion dans sa zone d'habitation. Et je pense qu'il va falloir encore se mobiliser, parler et que les téléspectateurs sachent que ce qui se passe au Congo les impacte directement. On parle d'un pays qui est le plus grand pays francophone du monde, la capitale de la francophonie est donc Kinshasa aujourd'hui. On parle d'un pays où dans nos appareils, de la caméra, dans nos téléphones, on trouve des minerais stratégiques qui sont extraits et on n'est pas si lointain que ça. On n'est pas si loin que ça de la question congolaise. Elle est très proche et on ne peut pas rester indifférent indéfiniment. Et dernier mot pour toi, Ménéric, il y a une mobilisation bientôt, il y a des actions prévues. Qu'est-ce que tu vas faire dans les prochaines semaines, prochains mois, justement sur cette question-là? Après, concernant le Congo, je sais que j'ai mes confrères avec qui on travaille, le 30 novembre, qui organisent une grande manifestation sur Paris en partant du Château Rouge pour toujours dénoncer les atrocités que notre peuple subit, notamment en soutenant aussi un écrivain qui s'appelle Charles Onana, qui a été en procès, parce qu'il a été emmené en procès par la FIDH, notamment la LDH, au vu de son livre qu'il a pu écrire, qui, selon eux, on va dire un peu, peut-être mon frère pourra rebondir dessus, nie, soi-disant, le génocide rwandais. Donc, la communauté congolaise soutient justement Charles Onana par rapport à ça, et dans cette marche, l'objectif est aussi de montrer notre soutien, quelque part. Très bien. Je vous remercie, messieurs. Martin Mofali, je rappelle, tu es responsable stratégique de l'association Team Congo. Et Ménéric Lalou, tu es activiste, militant et d'urgence Pona Mboka. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui.